Samedi, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. La question sera évoquée dès demain à l'Institut martiniquais du sport avec des débats centrés sur le monde du travail où des tensions peuvent conduire à ce genre de drame. L'exemple de deux Martiniquaises qui ont songé à en finir pour mettre un terme à leur souffrance dans leur profession. Stéphane Petitfrère, François Marlin. Les 2 dernières années de mon contrat, j'ai vécu un surmenage, un burn-out. C'était une association qui travaillait beaucoup avec les collectivités. Donc c'est vrai que c'était un travail qui demandait beaucoup physiquement. Et c'est vrai que j'avais aussi ce regard sur moi qui faisait que je me sentais pas compétente du poste dans lequel j'étais. C'était beaucoup de pression puisque autant la direction attend de nous, mais aussi des personnes, puisqu'on travaille beaucoup sous commande des collectivités. Donc les collectivités attendaient de nous, mais je me sentais seule avec moi-même. J'ai eu des comportements à risque. C'est vrai que il m'arrivait de rentrer tardivement chez moi et d'aller marcher la nuit, là où je pouvais me faire agresser à n'importe quel moment. En soi, c'est du suicide. Je me mets dans des situations où j'attire la mort. Ça aussi, c'était mon fonctionnement, le silence, de se replier sur soi, d'intérioriser toute émotion et de ne pas laisser ma vulnérabilité être vue. J'ai réussi un concours. À l'époque, on passait les concours pour entrer à la poste. Et ma mère m'a dit, il faut y aller parce qu'il faut travailler. Donc, je suis partie en métropole. Et quand je suis arrivée dans ce bureau de poste, la CDTX, comme on disait à l'époque, la chef, elle m'a reçue en disant merde, j'attendais un mec, on m'envoie une nana, je suis noire et elle est grosse. Donc j'avais rien pour lui plaire. Systématiquement, il y avait quelque chose au niveau de son management qui n'était pas bon. Donc il y avait des reproches et moi ça ne me permettait pas d'avancer. J'arrêtais pas de manger, je sortais du travail, je m'isolais dans une chambre dans un foyer parce qu'on était logés dans un foyer à l'époque. Et j'avais du mal à dire à ma mère ce que je ressentais. On n'a pas de porte de sortie. On est payé, donc on attend la paye, donc on a besoin de ça parce qu'on n'a pas autre chose. Donc on y retourne, mais faire quoi? Subir. Donc mal à l'intérieur, mal dans le ventre, mal dans ma tête. Et les seuls plaisirs que j'avais, c'était de manger. Voilà, je me sentais pas bien dans ce foie, je me sentais pas bien là-bas. Et jusqu'à ce qu'un jour, je suis sur la gare, je suis sur le quai de la gare de RER et je me dis comment calculer ma trajectoire en fait, savoir à quel moment je peux me jeter sous la rame du RER, mais pour ne pas me louper. Voilà, notre invité ce soir, c'est le professeur Louis Géhel, qui est chef de service du service psychiatrie donc au CHU de Fort-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce genre de fait rapporté par ces deux femmes est courant dans le monde du travail ici en Martinique? Je ne sais pas s'il est courant, mais en tous les cas, il est courageux de le dire comme elle le dit ce soir devant nos caméras. Et c'est une souffrance qui existe. Et il y a 21 personnes à peu près qui sont identifiés comme s'étant tués par suicide à peu près chaque année en Martinique et un bien plus grand nombre qui ont passé à l'acte pour tenter de se suicider qui sont encore vivants. Donc oui, c'est un risque que nous avons ici aussi en Martinique et il faut l'entendre. Il faut bien le répéter, ce n'est pas tant la violence mais la répétition de certains faits qui peuvent conduire à ce genre de drame. Absolument. Alors le paradoxe par rapport au monde du travail, c'est que une des plus grandes souffrances par rapport au travail, c'est quand même l'absence de travail. Et c'est parmi les demandeurs d'emploi, et on sait combien ils sont nombreux en Martinique, que cette souffrance existe et ce risque suicidaire est particulièrement important. Donc il y a cette quête d'attente du travail, il y a cette idéalisation aussi qu'on a du travail dans lequel on a vu les étudiants qui rentraient à l'école, à l'université et qui attendent, qui se projettent. Et lorsqu'ils se sentent maltraités dans l'environnement de travail, c'est une blessure extrêmement importante, c'est une souffrance et ces idéations comme elles ont été énoncées par le témoignage. On entend souvent que les victimes sont isolées. Quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient donner l'alerte et comment doivent se comporter les collègues ?
Alors je crois qu'il y a 2 signaux majeurs qu'il faut savoir repérer. Le premier, qui est celui qui parle d'idées suicidaires, qui dit j'en ai marre, je veux en finir, je ne sais pas si je vais revenir, qui fait des allusions au fait qu'il pourrait disparaître. Même s'il a l'air de jouer ou de provoquer, il faut toujours le prendre au sérieux. Et toujours stopper là et dire qu'est-ce que tu as dit là, qu'est-ce que vous avez dit là, ça m'interpelle. Deuxième chose, c'est lorsqu'on repère que la personne a changé de comportement, a changé, on a entendu là les questions des comportements alimentaires, elle mange beaucoup plus, elle mange beaucoup moins, on voit qu'elle a perdu du poids, qu'elle est plus triste. La dépression est la pathologie qui augmente le plus le risque de mourir par suicide et elle se repère dans l'environnement. Il faut y faire attention, il faut savoir dire à l'autre « je suis inquiet pour toi parce que j'ai l'impression que tu as changé, comme si quelque chose n'allait pas bien pour toi et ça me touche, ça me préoccupe. » Alors, même si c'est difficile à entendre, même si les victimes ne peuvent pas toujours l'entendre, comment est-ce qu'on peut se protéger quand on se sent harcelé ? Alors, je pense que c'est difficile, mais la chose la plus importante, c'est trouver le moyen de ne pas rester seul. Alors, c'est difficile parce qu'il y a souvent un sentiment de honte dans cette solitude. On a peut-être l'impression qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, peut-être des efforts réels par la famille pour arriver à cette situation-là. Et la personne qui souffre, notamment si cette souffrance a déjà été vécue dans le passé autrement, elle se dit c'est ma faute, si ça se passe mal, c'est moi qui ne dois pas bien faire les choses. Il faut trouver quelqu'un. Je pense qu'un recours, c'est quelqu'un dans la famille en qui on peut avoir confiance. Il y a aussi le médecin généraliste qui est là et on a la chance d'avoir un réseau de médecins généralistes en Martinique attentifs. Et donc il faut en parler au moins à une personne, au moins son médecin, qui saura faire attention à ça. Une dernière question, est-ce qu'on s'en sort de façon définitive ? Absolument, c'est ça qui est extraordinaire et dans lequel on doit tous se mobiliser. Le suicide, c'est une question de société, c'est la société qui doit répondre à ça, pas uniquement les psychiatres. On a notre mission, nous, mais l'ensemble de la société doit être mobilisée et on sait faire ça, on doit pouvoir faire évoluer les choses en Martinique. On passe à côté d'un moment où la personne peut mourir quand elle se dit « je peux me jeter sous un train ». Si on guérit la crise suicidaire parce qu'on met les moyens, qu'on la protège, peut-être qu'on va l'hospitaliser. On a un centre de crise dédié au CHU. On peut guérir la crise et on peut guérir de quelque chose qui aurait pu tuer la personne. Et après, on peut l'aider à retrouver une trajectoire de vie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve demain. Et je vous invite également tous les téléspectateurs à venir demain soir à la conférence débat ouverte au public à 18h30 à l'Institut Martiniquais du Sport. Il suffit de venir. Les portes seront ouvertes et on sera heureux de vous y accueillir et merci beaucoup. Merci, professeur Joël.